Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve pour débutants. Je m'appelle Gabrielle et je suis une des coordonnatrices générales pour la zone 1 de l'Atlas. Catherine m'a demandé de faire la présentation en français pour essayer d'attirer des intéressés francophones. Nous y voici. Dépendant de où vous êtes ou d'où vous venez, peut-être que vous avez déjà participé à un atlas dans votre province ou que vous voulez vous joindre à notre équipe et joindre l'utile à l'agréable, dans le fond, pour venir visiter notre province et faire un petit peu d'observation d'oiseaux en même temps. Donc, peu importe, bienvenue. Puis, on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer, connaissez-vous cet oiseau? Donc, il s'agit bien de la grive à joues grises. Puis on trouve que l'histoire de cette espèce-là, c'est une parfaite introduction à notre présentation parce que ça met en contexte un petit peu l'utilité, si on veut, de l'Atlas. Donc, la grive à joues grises de Terre-Neuve est une espèce génétiquement distincte de celle du reste du continent. Donc, finalement, c'est une sous-espèce unique à l'île de Terre-Neuve. Puis, à cause de son caractère unique, Derek Whitaker, ici à Gros-Morne, un de mes collègues, a évalué le statut de cette espèce-là en 2005. Puis, ça a été assez compliqué à cause du grand manque d'informations. Donc, dans les années 70-80, il y a eu plusieurs relevés d'oiseaux sur l'île. Puis, selon ces données-là, la grive à joues grises était plutôt commune. Donc, on peut voir ici le compte annuel moyen de grive à joues grises pour les dénombrements sur l'île de Terre-Neuve. Après 84, les relevés ont arrêté. Donc, on n'a pas eu de nouvelles données pendant plusieurs années. Les ornithologues locaux, Derek a consulté les ornithologues locaux qui avaient l'impression que l'espèce n'était pas si commune que par le passé, mais vraiment, on n'avait pas de données à l'appui. Donc pour cette réévaluation du statut-là, on a évalué que ça n'avait pas vraiment changé. Par contre, au début des années 2000, il y a eu un grand effort pour établir les routes de relevée d'oiseaux ici à Terre-Neuve, puis les résultats ont été assez choquants. Donc, il y a eu un déclin de plus de 95% sur certaines routes de grive à joues grises, en particulier là, les routes le long de la côte, puis le long de la côte. Donc voilà, on peut voir les données ici qui sont pas mal presque à zéro. Donc, suivant ces résultats-là, Derek a demandé une réévaluation du statut de la grive à joues grises en 2010, puis le statut a été établi à menacé à l'échelle provinciale, puis c'est en processus d'être modifié par la COSEPAC aussi. Donc, cette histoire n'est pas très positive pour la grive à joues grises, mais ça illustre parfaitement le besoin de données de base pour le suivi des populations d'oiseaux. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour ajouter à ces données-là. Donc, certains d'entre vous sont probablement familiers avec les atlas d'oiseaux nicheurs, mais pour ceux qui ne le sont pas, les atlas d'oiseaux nicheurs, c'est une évaluation systématique et détaillée de la distribution et de l'abondance d'espèces d'oiseaux nicheurs dans une juridiction au cours d'une période de 5 ans. Donc, une juridiction, on parle souvent de la province. Ça pourrait être un parc national ou quoi que ce soit, mais le plus souvent, c'est une province ou dans le cas de l'Atlas à droite, toutes les provinces maritimes. Donc, la plupart des provinces ont migré vers un atlas en ligne au lieu d'un atlas papier. Le plus récent, c'est celui du Manitoba, comme on peut voir ici. Puis, un des avantages au format en ligne comparé au format papier, même si le format papier était très attirant, très beau, c'est que, le format en ligne, ça rend accessible à tous. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Internet, puis on peut trouver toutes les informations qu'on veut. Donc, dans l'Atlas
en ligne. Il y a une page dédiée à chaque espèce d'oiseau nicheur qui a été observée durant l'atlas. Donc, la page comporte généralement une photo de l'espèce, comme on voit ici, une description assez détaillée, et on voit en bas à gauche des cartes de distribution de l'espèce. Donc, ces deux cartes-là du goglu des prés sont les plus importantes. Ben, l'exemple, c'est pour le goglu des prés, mais ces deux cartes-là sont les plus importantes. À gauche, c'est la carte de la répartition de la reproduction de l'espèce. Puis, à droite, c'est la carte de l'abondance relative. Puis, je vais en reparler un petit peu plus tard, comment on arrive à ces cartes-là. Un autre avantage de l'atlas en ligne, c'est qu'on peut pas faire avec le format papier, c'est de chercher par endroit. Donc, si par exemple, j'allais faire un voyage au Manitoba, par exemple à Churchill, je pourrais chercher la parcelle exacte de Churchill, Manitoba, et générer une liste de toutes les espèces présentes dans cette parcelle-là. Donc, quand j'arrive à Churchill, je peux m'attendre à voir certaines espèces ou chercher pour certaines espèces particulières. Donc, c'est assez utile. Une autre chose à noter, c'est que vu qu'on a des atlas pour toutes les provinces canadiennes, on peut combiner des données. Donc, par exemple, ici, on a le Kiskal rouilleux, puis on voit sa répartition dans plusieurs provinces canadiennes. Par contre, là, on voit selon la carte, il n'y a pas de Kiskal rouilleux à Terre-Neuve, puis il n'y a pas de Kiskal rouilleux dans le milieu du pays, en Alberta, là, Saskatchewan, alors qu'on sait qu'en réalité, il y en a. Donc, c'est ce manque de données-là qu'on cherche à combler pour donner un meilleur aperçu là, de la répartition globale, canadienne du moins, d'une espèce. Terre-Neuve est la seule province ne possédant pas encore d'atlas d'oiseaux nicheurs, récent bien entendu. Donc, c'est un manque d'informations assez important pour notre compréhension de la répartition des oiseaux au Canada. Donc, c'est notre tour. Comme vous pouvez remarquer, il s'agit de l'atlas des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve et pas de Terre-Neuve et Labrador. Ça serait vraiment super de répertorier les espèces au Labrador aussi, mais une chose à la fois. On a décidé de commencer par l'île de Terre-Neuve. C'est un défi assez grand comme ça. Puis, dans le futur, on visera sûrement à étendre ça au Labrador aussi. Donc, vous pouvez voir tous les partenaires en haut de la page. Les atlas, c'est généralement des gros projets qui nécessitent la collaboration de plusieurs organismes. Donc, voilà. Cet atlas-ci, par exemple, est géré avant tout par Oiseaux Canada. Donc, Oiseaux Canada, leur mission, c'est de veiller à la conservation de notre avifaune sauvage selon les principes scientifiques éprouvés et par des actions concrètes, des partenariats novateurs, la mobilisation du public et des interventions fondées sur la science. Les programmes requièrent les compétences et le soutien des membres, du personnel et de plus de 30 000 bénévoles à travers le pays. Donc, pour accomplir cette mission-là, Oiseaux Canada a plusieurs programmes, comme par exemple le relevé d'oiseaux, le relevé nocturne de hibou, qui s'est passé il y a, je pense, 1 an ou 2 ici à Terre-Neuve, puis une autre variété de programmes de sciences citoyennes, dont l'Atlas en fait partie. Donc, l'objectif de l'Atlas, c'est de cartographier la répartition et l'abondance des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve. Comme vous voyez dans l'horaire, c'est étalé sur une période de 5 ans. L'été prochain, donc 2022, l'été 2022, on en sera déjà à notre 3e été. Ça va très vite. La haute saison pour la collecte de données est entre le 7 juin et le 7 juillet, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, ce n'est pas juste entre ces dates-là, mais je vais y revenir plus tard là, avec plus de précision.
Donc, comment fonctionne l'Atlas? Donc, les parcelles, c'est l'unité de base de l'Atlas. Donc, la province, en fait, l'île de Terre-Neuve, a été divisée en 1485 parcelles de 10 km², qui ont été divisées, dans le fond, en 8 régions. Donc, vous voyez ici les 8 régions sur la carte. Ici, ben, moi, je suis dans la région 1. Puis, on voit des petits points noirs sur la carte. Puis ça, il s'agit de parcelles prioritaires. Ces parcelles prioritaires-là, on n'a pas focusé nécessairement sur des parcelles là, qui sont plus belles ou qui contiennent plus d'oiseaux. Ça a vraiment été sélectionné aléatoirement. Puis, c'est pour assurer une couverture uniforme de l'Atlas. Puis, que toutes les observations ne soient pas concentrées seulement là, sur les grandes villes ou les endroits les plus intéressants pour les espèces d'oiseaux. Donc, on a 372 parcelles de priorité 1, qui est 25% des parcelles, puis 231 parcelles de priorité 2, qui est 15% des parcelles. Donc, j'ai oublié de mentionner, chaque région est supervisée, si on veut, par un coordonnateur général qui agit en tant que liaison entre les bénévoles, comme vous, et le bureau de l'Atlas. Donc, moi, par exemple, je suis coordonnatrice pour la région 1. Donc, pour l'Atlas, on a 3 différents types de données qu'on peut collecter et soumettre. On a des observations fortuites, on a l'inventaire général, puis on a des données de dénombrement ponctuel. Donc, je vais parler de manière un peu plus détaillée là, de ces 3 types de données-là. Donc, premièrement, les observations fortuites. En résumé, c'est n'importe quel oiseau, n'importe où. Donc, par exemple, si vous êtes en route vers l'épicerie, en auto, puis là, vous regardez à votre droite, puis il y a un petit étang, puis sur cet étang-là, il y a une paire de huards comme ça avec un oisillon. Oh, ben là, on note ça tout de suite, puis c'est des données qu'on peut soumettre, même si, dans le fond, vous étiez juste en chemin vers l'épicerie. Pendant quelle période on peut observer et soumettre ces données-là? C'est si vous observez entre la fin mai et la mi-août. Puis ces données-là, ces observations fortuites-là, nous renseignent uniquement sur la présence d'oiseaux et non l'absence, évidemment, vu qu'on n'en cherche pas, c'est seulement par chance qu'on les a observés. Les données d'inventaire général, c'est une recherche à l'échelle de la parcelle. Donc, encore une fois, toutes ces observations-là peuvent se faire de la fin mai à la mi-août, puis nous donnent des informations de présence ou d'absence de l'espèce dans une parcelle. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que vu qu'on y met un effort de recherche beaucoup, beaucoup plus grand, on est informé, bon, on voit ici de 12 à 20 heures d'observation pour une parcelle. On peut conclure que si on passe 20 heures dans une parcelle puis on n'observe pas telle ou telle espèce d'oiseau, c'est probablement parce qu'ils sont absents de cette parcelle-là. Pas nécessairement, mais probablement. Donc, c'est pour ce type d'observation-là que vous pouvez soumettre votre application finalement pour être responsable d'une parcelle spécifique. Je vais en parler un petit peu plus loin. Un outil qui est très utile aussi pour l'inventaire général dont je viens de parler, c'est la carte des parcelles. Donc, sur cette carte de parcelles-là, on trouve l'habitat détaillé. Donc, vous voyez complètement dans la légende, complètement à droite, on voit les proportions de chaque type d'habitat qui sont présents dans cette parcelle-là.
Donc, évidemment, l'effort de recherche dans la parcelle devrait être réparti assez également pour chaque type d'habitat. Donc, c'est pas juste parce que, bon, par exemple, c'est plus facile de faire l'observation dans les prairies qu'on doit focuser tout notre effort là. Il faut faire un petit peu plus d'efforts puis aller voir dans le milieu arbustif, par exemple, ou dans les milieux humides puis se mouiller les pieds un peu. Sur cette carte-là, on peut aussi voir les routes et les points d'accès. Mais bon, un petit avertissement, c'est pas toutes les routes qui sont indiquées sur la carte qui sont nécessairement praticables en voiture. On parle d'expérience ici. Donc, c'est pas parce que vous voyez une route sur la carte que vous pouvez nécessairement y aller en auto, mais ça sert de point d'accès assez facile à des points d'observation. Une autre chose qu'on voit sur la carte, c'est les points. Puis il s'agit là, des locations pour le dénombrement ponctuel, dont je vais parler juste un petit peu plus tard. C'est le troisième type d'observation. Puis pour chaque point, vous avez les coordonnées là, juste à votre droite. Donc, ça c'est un petit zoom de la légende où on voit en détail les différents types d'habitats. Donc, pour l'attribution des parcelles, vous pouvez vous inscrire à une parcelle. Si vous vous inscrivez à une parcelle, ça signifie que vous vous engagez à compléter les 12 à 20 heures d'inventaire général requis. Pourquoi 12 à 20 heures? Il y a quand même une grosse différence entre 12 et 20 heures. C'est parce que, bon, ça dépend vraiment de vos compétences, si vous voulez, ou de votre expérience en tant qu'observateur d'oiseaux. Des observateurs d'oiseaux aguerris vont probablement pouvoir faire le tour de la parcelle en environ 12 heures, alors que pour ceux qui ont un petit peu moins d'expérience ou qui souhaitent juste prendre un petit peu plus leur temps, ça peut prendre jusqu'à 20 heures. Mais on se dit qu'entre 12 et 20 heures, c'est le temps moyen que ça prend pour faire le tour de la parcelle puis pour être sûr de ne pas manquer trop d'espèces. Si vous vous inscrivez à une parcelle, ça ne signifie pas que vous pouvez uniquement soumettre des données pour cette parcelle, puis ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas soumettre de données pour votre parcelle, entre guillemets. Donc, l'attribution des parcelles, ça aide à organiser l'effort d'inventaire, mais ce n'est pas nécessairement requis. Donc, vous n'avez pas besoin de demander d'être responsable d'une parcelle pour participer à l'Atlas. Par contre, si vous êtes intéressé à être responsable d'une parcelle, vous pouvez définitivement signaler votre intérêt à un coordonnateur régional qui va vous attribuer ou vous suggérer en fait quelle parcelle serait le plus utile à faire là, selon ce qui a été fait dans les 2-3 dernières années. Donc, le troisième type d'observation, c'est le dénombrement ponctuel. Donc, il s'agit d'un dénombrement chronométré à des endroits prédéterminés. Puis, il s'agit beaucoup d'identification à l'écoute. Donc, finalement, vous marchez jusqu'au point, à l'endroit prédésigné. Vous vous arrêtez, puis vous écoutez, puis vous notez toutes les espèces d'oiseaux que vous pouvez entendre. Ces données-là sont utilisées pour créer les cartes d'abondance dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Puis on vise 15 dénombrements ponctuels par parcelle, donc 15 points par parcelle, 15 points d'écoute par parcelle. Pour le dénombrement ponctuel, les dates, c'est vraiment la haute saison entre le 7 juin et le 7 juillet, parce que c'est là qu'il y a le plus d'espèces présentes. Puis, ça nous donne l'information d'abondance. Donc, c'est la seule observation qui nous donne une information d'abondance. Donc, c'est quand même assez utile. Par contre, si vous vous inscrivez pour une parcelle, vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire le dénombrement ponctuel. Si vous manquez d'expérience, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes capable d'identifier les oiseaux par leur chant, c'est pas grave, vous pouvez quand même vous faire attribuer une parcelle sans faire de dénombrement ponctuel. Mais si vous avez les compétences pour le faire,
s'il vous plaît, faites-le parce que ça donne de l'information et des données assez précieuses. Bioacoustique. La bioacoustique, c'est la collecte de données à l'aide d'enregistrements audio. Donc, comme je viens de le dire, dans certains cas, vous n'êtes pas trop sûr de vos compétences d'identification de chants d'oiseaux. Vous n'êtes pas sûr là, que vous allez contribuer ou que ça va être assez précis. Il y a moyen d'emprunter à Oiseaux Canada un enregistreur portatif Zoom. Donc, ce que ça fait si vous apportez ça sur le terrain, c'est que vous pouvez simplement enregistrer. L'enregistreur va enregistrer tous les sons d'oiseaux dans ces 5 minutes-là. Puis, vous le rapportez à Oiseaux Canada. Évidemment, ces données-là doivent être analysées plus tard, donc ça ne sauve pas beaucoup de temps, mais c'est un bon outil si jamais vous voulez contribuer spécifiquement pour les points un petit peu plus difficiles d'accès, pour être sûr de votre coût ou juste pour confirmer certaines espèces d'oiseaux, c'est un bon outil à apporter. Donc, vous pouvez vous informer si vous êtes intéressé à en emprunter un. Puis l'autre type d'outil, c'est les unités d'enregistrement autonomes. Celles-là sont surtout utilisées en arrière-pays, puis on a déjà plusieurs partenariats avec l'industrie qui travaille en arrière-pays, que ce soit pour la coupe d'arbres ou quelque chose comme ça. On a une entente avec eux qui vont les amener en arrière-pays et les installer pour nous, pour donner, finalement, c'est l'enregistrement de données passif qu'on fait. Donc, ce qui relie les différents types de données dont on vient de parler, c'est l'évidence de reproduction. Donc, on s'intéresse évidemment au comportement d'un oiseau, pas juste à sa présence. Donc, par exemple, si vous trouvez un nid, c'est évident, c'est une évidence de reproduction assez évidente, mais trouver un nid, c'est pas si facile, puis on ne vous demandera pas d'aller chercher des nids partout. Donc, heureusement, il y a plusieurs autres indices comportementaux qui peuvent indiquer la reproduction, la nidification d'une espèce potentielle ou confirmée. Donc, par exemple, ici, on a un jeune alouette au scol. Donc, la présence, évidemment, d'un jeune indique la nidification, la reproduction à cet endroit-là. Le transport de nourriture est aussi un autre indice comportemental assez évident de reproduction. Puis, on peut aussi là, avoir on a un très bon exemple ici là, avec les fous de bassin de comportement de reproduction. Les fous de bassin sont typiques parce qu'ils se frottent le bec. Donc, les différents indices de nidification qu'on voit ici peuvent indiquer une reproduction observée, comme un nid par exemple, possible ou probable. Donc, les codes ici, c'est une liste standardisée de codes que vous devez ajouter à vos observations. Donc, évidemment, dans tous les cas, on vise le niveau le plus élevé d'indice de nidification. Donc, ce tableau standardisé-là est disponible sur le site d'Oiseaux Canada. Donc, je n'irai pas trop dans les détails, mais on va quand même vous donner un aperçu. Donc, toutes les descriptions sont disponibles, comme je viens de le dire, sur le site web ou dans l'appli. Donc, c'est une très bonne référence, là, même quand vous êtes sur le terrain. Donc, le niveau de certitude observé, c'est simplement que l'espèce a été observée, mais dans un habitat qui n'est pas nécessairement propice à sa nidification. Donc, il n'y a aucun indice de nidification. Ce cas-là, c'est X. Puis, un bon exemple, c'est si vous voyez, par exemple, un goéland à bec cerclé dans le stationnement d'un McDonald's, ça ne veut vraiment pas dire qu'il niche là. Ça veut juste dire qu'il est présent dans le stationnement.
Donc, le code, ce serait X observé. Le premier niveau d'évidence de nidification, ça serait possible. Donc, pour possible, il y a deux codes, habitat et champ. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est avec le code S pour champ. Donc, c'est si vous observez un individu chantant ou des cris ou des tambourinages qui sont associés à la reproduction. Donc, on a par exemple ici une petite paruline jaune qui chante pendant la période de reproduction. Donc, le code, ça serait S. Le niveau supérieur de certitude, ça serait probable. Donc, encore une fois, il y a une variété de codes. Ici, par exemple, on a le code A pour un comportement agité ou des cris d'alarme de la part d'un adulte pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice. Donc, l'exemple qu'on a pour ça ici, c'est un grand chevalier. Donc, cette photo-là a été prise dans le parc du Gros-Morne. On a fait un dénombrement ponctuel puis un peu d'inventaire il y a 2 ans. Puis, on a observé un grand chevalier perché au haut d'un arbre comme ça qui faisait des cris d'alerte. Il a dû alerter pendant au moins 20 minutes, tout le temps qu'on était là. Donc, ça, c'est un excellent exemple du code A. Grand chevalier faisant des cris d'alarme. Puis finalement, on a le niveau de certitude confirmé. Donc ça, c'est le niveau de certitude le plus élevé. Tous les codes du niveau confirmé ont 2 lettres, alors que pour probable et possible, les codes ont seulement une lettre. Donc par exemple, ici on a le code CF, qui est si on voit un adulte transportant de la nourriture pour un ou plusieurs jeunes. Donc, on a un exemple ici d'une paruline à collatte noire qui transporte de la nourriture pour les jeunes pendant la période de nidification. Donc, on a un petit jeu questionnaire ici. Je vais passer assez rapidement. Simplement lire là, la question et la réponse, mais vous pouvez vous amuser là, à le faire juste pour vous assurer que vous avez bien compris les différents codes et puis quand les utiliser. Donc, question 1. Vous observez un jeune merle d'Amérique au plumage grivelé sautillant sur une pelouse et ayant peine à voler. Donc, est-ce que ce serait le code X, H, FY ou NY? Donc, la réponse est FY. Ce serait un jeune ayant récemment quitté le nid ou jeune en duvet. Puis, vous pouvez noter là, que c'est un code à 2 lettres. Donc, ça serait un indice de nidification confirmé. Deuxième question. Une hirondelle rustique est observée entrant dans une grange. Est-ce que ce serait le code X, H, V ou AE? Donc, les questions vont devenir de plus en plus compliquées. Il va y avoir des petites questions pièges. Donc, je vais essayer de les expliquer du mieux que je peux. Donc, la réponse ici, ça serait V, visitant un site probable de nidification. La troisième question. Un couple de fuligules à collier est observé en train de copuler pendant la période de migration printanière. Est-ce que ce serait le code X, H, P ou D? Donc ici, la réponse c'est X, espèce observée pendant sa période de reproduction, aucun indice de nidification. Prochaine question. Un troglodyte familier est aperçu transportant des brindilles à l'intérieur d'un nichoir. Est-ce que c'est D, V, N ou NB? Donc, en lisant les possibilités de réponse, la réponse devient assez évidente.
La réponse, c'est le code N, construction d'un nid par un troglodyte ou excavation d'une cavité par un pic. Puis la raison pour laquelle ça ne serait pas NB, construction d'un nid, y compris le transport de matériel de nidification, c'est que les troglodytes et les pics spécifiquement ont tendance à construire là, des nids, des faux nids si on veut, à l'intérieur de cette saison-là. Donc, ce n'est pas parce qu'ils transportent des matériels de nidification qu'ils vont nécessairement nicher à cet endroit-là. Prochaine question. Une corneille d'Amérique est observée alors qu'elle transporte de la nourriture dans son bec au mois de mai. Est-ce que ce serait le code X, H, D ou CF? Donc, la réponse aussi, ici, c'est le code H, pendant sa période de reproduction, dans un habitat de nidification propice. Pourquoi ce ne serait pas le code CF, adulte transportant de la nourriture pour un ou plusieurs jeunes? Parce que, premièrement, CF, c'est un code à 2 lettres, donc ça signifierait confirmé. C'est que spécifiquement dans le cas des corneilles, ils sont connus pour transporter de la nourriture, pas nécessairement. Quand ils transportent de la nourriture, c'est pas nécessairement pour nourrir leurs jeunes. Donc, il faut faire attention puis connaître un petit peu plus les caractéristiques de l'espèce. Donc, voilà pour le jeu questionnaire. Là, vous voyez que ça devenait de plus en plus spécifique, si on veut. Donc, ce qui m'amène à parler des codes un peu douteux. Donc, si vous entrez des observations, ça se peut que le système vous recrache des codes invalides. Donc, le système n'acceptera pas ces codes-là pour une variété de raisons. Ça ne veut pas dire que ce code-là est impossible. Ça veut dire qu'il est plutôt improbable. Puis, vu qu'on veut des données assez précises, le système préfère les rejeter que d'en tenir compte. Donc, par exemple, le code NB pour une espèce qui ne construit pas de nid. Donc, pas impossible, mais très peu probable. Ou le code CF pour la plupart des espèces précoces. Pour d'autres codes, les codes improbables, le système donnera un avertissement, mais pas va quand même accepter votre code, mais va donner un avertissement. Des indices de code, ça serait comme NU. La plupart des nids et des coquilles d'œufs ne sont pas uniques. Donc, si vous observez là, une coquille d'oiseau, bon, évidemment, il y a un œuf qui a éclos, mais c'est assez difficile parfois d'identifier une espèce seulement à sa coquille ou à son nid. Puis pour ces espèces-là, le système va vous avertir. Donc, comme on a vu aussi précédemment dans le jeu questionnaire, CF, donc pour certaines espèces transportant de la nourriture, il y en a qui en transportent pour eux-mêmes, comme la corneille d'Amérique, et pour leurs jeunes. Donc, c'est assez difficile de faire la distinction. Donc, le système va vous donner un avertissement. Les espèces rares et les espèces coloniales. Donc, pour l'observation de ces espèces-là, il y a de l'information supplémentaire qui va être requise. Donc, pour les espèces rares à l'échelle provinciale, incluant les espèces en péril, on va vous demander de la documentation supplémentaire pour toutes les observations de nidification, peu importe le niveau. Pour les espèces rares à l'échelle régionale, également, mais pour les espèces d'intérêt, donc ça inclut les espèces coloniales et les espèces en péril qui sont plutôt communes. On va vous demander de la documentation supplémentaire seulement pour les observations confirmées. Donc, tout ça, c'est pas qu'on ne vous croit pas que vous avez nécessairement vu cette espèce-là. C'est juste qu'on veut s'assurer d'un haut niveau de qualité des données.
Donc, c'est seulement une vérification supplémentaire pour s'assurer qu'on a des données précises. Donc, la documentation supplémentaire aide à confirmer l'identification et ou à fournir davantage d'informations sur la colonie. Donc, des exemples d'informations supplémentaires, ce serait une description de la colonie, une description de l'habitat dans lequel vous avez observé cette espèce-là, votre connaissance générale de l'espèce, si vous avez fait un doctorat ou un projet de recherche sur telle espèce, ben les chances sont que vous connaissez cette espèce-là assez bien. Les conditions d'observation, c'est la visibilité était bonne, le temps de la journée, la météo, etc. Bon, deux lignes qui n'ont pas été traduites ici. L'endroit où vous avez observé cette espèce-là. Puis, si vous étiez en présence de d'autres collègues qui ont pu vous aider à confirmer l'identification. Et évidemment, on a le niveau ultime là, de preuves, d'observation. Prenez des photos, prenez des enregistrements audio. Et puis, ça va nous aider comme ça. Toute information que vous jugeriez utile à confirmer l'identification, c'est bon à avoir. Donc, le but ultime de l'Atlas, c'est de créer des cartes où chaque parcelle est qualifiée. Comme par exemple ici, le pic flamboyant. On voit là toutes les petites parcelles de différentes couleurs d'orangé et de blanc. Les bénéfices de l'Atlas, il y en a plusieurs. Donc, pourquoi on met tout cet effort-là à créer un Atlas? Ben, c'est une manière de surveiller et d'évaluer la santé d'un écosystème. C'est économique, c'est scientifiquement rigoureux, puis ça peut se reproduire après plusieurs années. Par exemple, ici, on a une carte de probabilité d'observation de l'hirondelle rustique. Donc ça a été fait avec l'Atlas des maritimes. Donc le premier atlas a eu lieu en 1986 et 1990. Donc on peut voir que la plupart des parcelles avaient une haute probabilité d'observation. Mais lors du second atlas, entre 2006 et 2010, on peut voir dans la carte du milieu que bon, le vert foncé est tourné en vert pas mal pâle puis en blanc. Donc, on a été capable, à partir de ces deux atlas-là, de faire une carte qui démontre la différence de probabilité d'observation entre les deux atlas. Donc, ça, c'est un outil assez utile. Et pas une bonne nouvelle pour l'hirondelle rustique dans ce cas-ci. À l'opposé ici, on a le viréo à tête bleue, aussi fait à partir de l'Atlas des maritimes. Puis ici, c'est l'inverse. On avait beaucoup plus de probabilité d'observation du viréo à tête bleue dans le second atlas que dans le premier. Donc, on peut voir là, la carte de différence à notre droite. D'autres bénéfices de l'Atlas, donc c'est un outil de conservation puissant servant à guider les prises de décision de gestion et les politiques publiques à plusieurs échelles. Donc, c'est un outil très, très important, que ce soit pour de l'évaluation environnementale ou des prises de décision de toute politique que ce soit. Et le dernier bénéfice, mais non le moindre, c'est une manière fantastique d'attirer de nouveaux adeptes des oiseaux et de tout simplement profiter du plein air et de sortir dehors. Donc, ça, c'était la ligne du temps, la planification qui avait été prévue pour le premier atlas de Terre-Neuve. Donc, on avait planifié là, un grand lancement en 2020, puis la collecte de données jusqu'en 2025. Tout était bien établi, sauf qu'évidemment, comme partout ailleurs dans le monde, il y a eu COVID, donc qui a entraîné plusieurs délais là, dans la collecte de données. Mais quand même, en résumé des 2 dernières années, malgré la COVID, donc vous pouvez voir sur la carte ici,
c'est toutes les parcelles qui ont été, pour lesquelles au moins une observation a été soumise. Donc, on voit que ça commence à remplir pas mal la province. Il y a encore quand même beaucoup de blancs, mais ça se remplit tranquillement. Donc, un total de 127 bénévoles, 2723 heures d'inventaire, 474 parcelles pour lesquelles ont été soumises au moins une observation, 3665 listes soumises. Donc, pour chaque pour chaque observation, dans le fond, il faut soumettre une liste. Puis 159 espèces d'oiseaux ont été observées. Donc, c'est quand même pas si pire malgré la COVID. Pour vous joindre à l'équipe de l'Atlas, le meilleur moyen, c'est d'aller visiter le site Internet mentionné ci-dessous. Puis, vous pouvez cliquer là, le petit bouton « Login » en haut à gauche. Ce site-là, ça contient beaucoup d'informations à propos de l'Atlas, mais ce n'est pas le site où sont toutes les données. Donc, quand vous cliquez le petit bouton « Login », ça va vous amener ici à la page de Nature Count. Puis c'est là où l'on trouve toutes les données et où on peut s'inscrire en tant que participant pour une parcelle. Donc ça, Nature Count, c'est le site où Oiseaux Canada garde toutes leurs données. Donc l'onglet Ressources ici contient toute l'information à propos des parcelles. Donc vous pouvez voir pour quelles parcelles ont déjà un responsable, quelles parcelles sont encore disponibles, quelles parcelles nécessitent plus d'observation, plus d'inventaire, etc. Donc, on a un exemple ici d'une parcelle. Donc, les points bleus, c'est les points de dénombrement ponctuel. Donc, si vous êtes intéressé à faire du dénombrement ponctuel, les voici. Puis, les petites flammes rouges qu'on voit, c'est les hotspots qui ont été désignés sur eBird parce que beaucoup de bénévoles sont intéressés à utiliser eBird pour faire l'inventaire de l'Atlas. Donc, c'est possible d'utiliser les deux. Puis, un autre outil intéressant qu'on voit à droite, c'est que vous pouvez télécharger ces cartes-là, puis tous les points d'écoute, puis les hotspots, puis les ouvrir sur Google Maps ou que ce soit sur votre GPS ou votre téléphone. Un point à mentionner, c'est que tout le monde peut participer. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un observateur d'oiseaux aguerri puis d'avoir parcouru tout le monde à la recherche de tous les oiseaux rares. Tout le monde peut participer, tout le monde peut contribuer à l'Atlas. Donc, comme vous voyez sur la photo ici, la plupart des gens peuvent identifier cette espèce-là. Il s'agit d'un merle d'Amérique, transportant là, des brindilles pour son nid. Mais si on voit la carte en bas à gauche, les parcelles colorées, c'est les seules parcelles dans lesquelles un merle a été observé. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de parcelles encore vides, puis c'est très probable que ces parcelles-là contiennent un merle d'Amérique quelque part. Donc, si vous habitez, par exemple, dans une des parcelles vides, il s'agit de faire une observation de merle, puis hop, on a un point de plus à la carte. Donc, si vous passez par une de ces parcelles-là lors de votre voyage, vous pouvez également contribuer à l'Atlas. Donc, on a un autre exemple ici d'un oiseau assez identifiable. Cet oiseau-là, on sait qu'il est présent de manière assez commune partout sur l'île. Par contre, si on voit la carte à notre droite, on voit seulement à peu près 8 points qui ont été confirmés d'observation, alors qu'on sait qu'on pourrait remplir la carte beaucoup plus avec cet oiseau assez typique. Donc, en résumé, les points clés pour l'inventaire, c'est, premièrement, en cas de doute, ne pas inclure votre observation. Si vous n'êtes pas certain,
ne soumettez pas cette observation-là parce qu'encore une fois, on vise le niveau de qualité le plus élevé possible pour nos données. Observer de manière éthique. Donc, on n'est pas là pour déranger la faune. Faites-le de manière éthique. Même chose pour votre café. Si vous buvez du café en observant des oiseaux, ben laissez pas votre gobelet là. Demandez la permission. Donc, souvent, il y a beaucoup de propriétés privées, évidemment, à l'intérieur de ces parcelles-là. Souvent, tout ce que ça prend, c'est de demander la permission au propriétaire de la propriété, puis vous pouvez aller faire votre observation d'oiseaux là. Donc, soyez respectueux des propriétés, de l'environnement et des gens qui vous entourent, bien entendu. Soyez prudents. Et puis, ben, profitez-en, profitez du plein air et profitez des oiseaux. Donc, ensemble, mettons les oiseaux de Terre-Neuve au premier plan, puis remplissons cette carte-là de l'île de Terre-Neuve avec nos observations. Merci beaucoup d'avoir écouté la présentation. J'espère que ça a été utile d'avoir cette présentation-là en français aussi. Puis, si vous avez toutes questions, veuillez les acheminer à Oiseaux Canada, donc à l'adresse courriel mentionnée précédemment. Puis, il y aura toujours quelqu'un là pour vous répondre en français sans problème. Merci encore et bonne journée.